Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son faon. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait 16 andouillés avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon, et le faon, tacheté, sans interrompre sa marche, lui tétait la mamelle. L'arbalète encore une fois ronfla. Le faon tout de suite fut tué. Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l'étendit par terre. Le grand cerf l'avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière flèche, elle l'atteignit au front, et y resta planté. Le grand cerf n'eut pas l'air de la sentir. En enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, l'éventrer, et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s'arrêta, et les yeux flamboyants, solennel comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu'une cloche au loin tentait, il répéta 3 fois « Maudit, 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 un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère. » Plia les genoux, ferma doucement ses paupières et mourut. Julien fut stupéfait, puis accablé d'une fatigue soudaine, et un dégoût, une tristesse immense l'envahit. Le front dans les 2 mains, il pleura pendant longtemps. Son cheval était perdu, ses chiens l'avaient abandonné, la solitude qui l'enveloppait lui sembla toute menaçante de périls indéfinis. Alors, poussé par un effroi, il prit sa course à travers la campagne, choisit au hasard un sentier et se trouva presque immédiatement à la porte du château. La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, il revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l'obsédait, il se débattait contre elle. « Non, 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 je ne peux pas les tuer !» Puis il songeait « Si je le voulais pourtant !» Il avait peur que le diable ne lui en inspirât l'envie. Durant 3 mois, sa mère en angoisse pria au chevet de son lit, et son père en gémissant marchait continuellement dans les couloirs. Il manda les maîtres mirent les plus fameux, lesquels ordonnèrent des quantités de drogue. Le mal de Julien, disait-il, avait pour cause un vent funeste ou un désir d'amour, mais le jeune homme, à toutes les questions, secouait la tête. Les forces lui revinrent, et on le promenait dans la cour, le vieux moine et le bon seigneur, le soutenant chacun par un bras. Quand il fut rétabli complètement, il s'obstina à ne point chasser. Son père, le voulant réjouir, lui fit cadeau d'une grande épée sarrasine. Elle était au haut d'un pilier dans une panoplie. Pour l'atteindre, il fallut une échelle. Julien y monta. L'épée trop lourde lui échappa des doigts et, en tombant, frôla le bon seigneur de si près que sa houppelande en fut coupée. Julien crut avoir tué son père et s'évanouit. Dès lors, il redouta les armes. L'aspect d'un fer nu le faisait pâlir. Cette faiblesse était une désolation pour sa famille. Enfin, le vieux moine, au nom de Dieu, de l'honneur et des ancêtres, lui commanda de reprendre ses exercices de gentilhomme. Les écuyers, tous les jours, s'amusaient au maniement de la javeline. Julien y excella bien vite. Il envoyait la sienne dans le goulot des bouteilles, cassait les dents des girouettes, frappait à 100 pas les clous des portes. Un soir d'été, à l'heure où la brume rend les choses indistinctes, étant sous la treille du jardin, il aperçut tout au fond 2 ailes blanches
qui voletait à la hauteur de l'espalier. Il ne douta pas que ce fût une cigogne, et il lança son javelot. Un cri déchirant partit. C'était sa mère, dont le bonnet à longue barbe restait cloué contre le mur. Julien s'enfuit du château et ne reparut plus. Il s'engagea dans une troupe d'aventuriers qui passaient. Il connut la faim, la soif, les fièvres et la vermine. Il s'accoutuma au fracas des mêlées, à l'aspect des moribonds. Le vent tanna sa peau, ses membres se durcirent par le contact des armures, et comme il était très fort, courageux, tempérant, avisé, il obtint sans peine le commandement d'une compagnie. Au début des batailles, il enlevait ses soldats d'un grand geste de son épée. Avec une corde à nœuds, il grimpait au mur des citadelles. La nuit, balancé par l'ouragan, pendant que les flamèches du feu grégeois se collaient à sa cuirasse et que la résine bouillante et le plomb fondu ruisselaient des créneaux. Souvent le heurt d'une pierre fracassa son bouclier. Des ponts trop chargés d'hommes croulèrent sous lui. En tournant sa masse d'armes, il se débarrassa de 14 cavaliers. Il défit en champ clos tous ceux qui se proposèrent. Plus de 20 fois, on le crut mort. Grâce à la faveur divine, il en réchappa toujours, car il protégeait les gens d'église, les orphelins, les veuves et principalement les vieillards. Quand il en voyait un marchant devant lui, il criait pour connaître sa figure, comme s'il avait eu peur de le tuer par méprise. Des esclaves en fuite, des manants révoltés, des bâtards sans fortune, toutes sortes d'intrépides affluèrent sous son drapeau et il se composa une armée. Grossi, il devint fameux, on le recherchait. Tour à tour, il secourut le dauphin de France et le roi d'Angleterre, les Templiers de Jérusalem, le Surénat des Parthes, le Négus d'Abyssinie et l'empereur de Calicut. Il combattit des Scandinaves recouverts d'écailles et de poissons, des nègres munis de rondaches en cuir d'hippopotame, et montés sur des ânes rouges, des Indiens couleur d'or, et brandissant par-dessus leur diadème de larges sabres, plus clairs que des miroirs. Il vainquit les troglodytes et les anthropophages, il traversa des régions si torrides que sous l'ardeur du soleil les chevelures s'allumaient d'elles-mêmes comme des flambeaux, et d'autres qui étaient si glaciales que les bras se détachant du corps tombaient par terre, et des pays où il y avait tant de brouillard que l'on marchait environné de fantômes. Des républiques en embarras le consultèrent. Aux entrevues d'ambassadeurs, il obtenait des conditions inespérées. Si un monarque se conduisait trop mal, il arrivait tout à coup et lui faisait des remontrances. Il affranchit des peuples, il délivra des reines enfermées dans des tours. C'est lui et pas un autre qui assomma la Guivre de Milan et les dragons d'Oberbirbach. Or, l'empereur d'Occitanie, ayant triomphé des musulmans espagnols, s'était joint par concubinage à la sœur du calife de Cordoue, et il en conservait une fille qu'il avait élevée chrétiennement. Mais le calife, faisant mine de vouloir se convertir, vint lui rendre visite, accompagné d'une escorte nombreuse, massacra toute sa garnison et le plongea dans un cul de basse-fosse où il se traînait durement afin d'en extirper des trésors. Julien courut à son aide, détruisit l'armée des infidèles, assiégea la ville, tua le calife, coupa sa tête et la jeta comme une boule par-dessus les remparts. Puis il tira l'empereur de sa prison et le fit remonter sur son trône en présence de toute sa cour. L'empereur, pour prix d'un tel service, lui présenta dans des corbeilles beaucoup d'argent. Julien n'en voulut pas. Croyant qu'il en désirait davantage, il lui offrit les 3/4 de ses richesses. Nouveau refus. Puis de partager son royaume. Julien le remercia. Et l'empereur en pleurait de dépit, sachant de quelle manière témoigner sa reconnaissance. Quand il se frappa le front, dit un mot à l'oreille d'un courtisan,
les rideaux d'une tapisserie se relevèrent et une jeune fille parut. Ses grands yeux noirs brillaient comme deux lampes très douces, un sourire charmant écartait ses lèvres, les anneaux de sa chevelure s'accrochaient aux pierreries de sa robe entr'ouverte, et sous la transparence de sa tunique, on devinait la jeunesse de son corps. Elle était toute mignonne et potelée, avec la taille fine. Julien fut ébloui d'amour, d'autant plus qu'il avait mené jusqu'alors une vie très chaste. Donc il reçut en mariage la fille de l'empereur, avec un château qu'elle tenait de sa mère, et les noces étant terminées, on se quitta, après des politesses infinies de part et d'autre. C'était un palais de marbre blanc bâti à la mauresque sur un promontoire, dans un bois d'oranger. Des terrasses de fleurs descendaient jusqu'à bord d'un golfe où des coquilles roses craquaient sous les pas. Derrière le château s'étendait une forêt ayant le dessin d'un éventail. Le ciel continuellement était bleu, et les arbres se penchaient tour à tour sous la brise de la mer et le vent des montagnes qui fermaient au loin l'horizon. Les chambres, pleines de crépuscule, se trouvaient éclairées par des incrustations des murailles. De hautes colonnettes, minces comme des roseaux, supportaient la voûte des coupoles, décorées de reliefs imitant les stalactites des grottes. Il y avait des jets d'eau dans les salles, des mosaïques dans les cours, des cloisons festonnées, mille délicatesses d'architecture, et partout un tel silence que l'on entendait le frôlement d'une écharpe ou l'écho d'un soupir. Julien ne faisait plus la guerre.